Bienvenue au sein du Golden Promise Whisky Bar. Je m'appelle Salvatore Manino et j'ai l'honneur d'officier dans ces murs. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des blends vénérables, des blends écossais dans cette petite académie. Alors, on regarde souvent les blends de haut d'une manière générale. Il faut savoir qu'à l'époque où ces bouteilles ont vu le jour, même bien avant, pratiquement depuis toujours, je dirais, c'est dans les années 70, les années 80, mais même avant, le blend, c'était, on va dire, le nec le plus ultra. En effet, les maltes écossais, les single malt écossais étaient un peu âpres en termes de goût, n'étaient pas accessibles à tous. Et le blend est venu ici pour rectifier, on peut dire, le profil, rendant les whiskies beaucoup plus buvables pour un plus grand monde. Et surtout, c'était le nom du blend qui prévalait par rapport aux distilleries. Dans la plupart des cas, on va dire à 98% des cas, une distillerie, elle travaillait grâce au blend. Et ce qui faisait le renom d'une distillerie, c'était le nom du blend. Il n'était pas anodin de voir parfois, d'ailleurs, sur l'étiquette d'un single malt, un petit logo qui rappelait l'appartenance à la maison dans laquelle le single malt rentrait en composition du blend. Voilà. Petit voyage à travers le temps, comme d'habitude. Il faut savoir donc que c'est le blend qui a vraiment donné ses lettres de noblesse d'un niveau mondial au whisky. Et encore aujourd'hui, est-il besoin de le rappeler, on est quand même à plus de 80% des whiskies consommés dans le monde. Ce sont des blends. Le single malt grignote à chaque fois une place, mais il reste minoritaire. Voilà. On va donc commencer avec la première bouteille de cette sélection. Je vous recommande là les bouteilles, vous les voyez dans l'ordre de la dégustation, donc de la gauche à l'ultra gauche. On va commencer avec Abbot Choice. Alors Abbot Choice, c'est pas un nom qui parlera à beaucoup d'entre vous, et pourtant c'est une marque qui a fait son petit chemin. C'est une maison, alors John McEwan & Co., qui existe déjà depuis le milieu du XIXe siècle. Elle est réputée, elle a déjà fait beaucoup de blends. Elle est également propriétaire de la distillerie Linkwood. C'est un petit indice. En fait, on retrouvera dans ce blend notamment le single malt provenant de cette distillerie du Speyside. Et juste avant la Deuxième Guerre mondiale, le Abbot Choice est lancé. Alors, on a ici la bouteille classique, c'est ce que vous avez dans vos flacons, dans votre verre. Il faut savoir aussi que la bouteille la plus célèbre d'Abbot Choice, c'était en fait une bouteille en céramique qui représentait un moine, et on dévissait tout simplement la tête de moine pour pouvoir se servir le whisky. Je pense que beaucoup faisaient ça avec un nom sans arrière-pensée. Et la corrélation entre l'abbé, je parle de moine, c'est plutôt un abbé, et le whisky, elle est claire dans la mesure où ça a souvent été rattaché, l'art de la distillation a été rattaché aux moines, et le clergé avait quelque part toujours son mot à dire, on va dire. Voilà, c'est un blend donc qui a été très fameux, il s'est exporté y compris en Amérique du Sud, on l'a même trouvé dans les années 60 au Pérou, et à la fin des années 60, surtout pour le marché italien, un grand nom importateur s'est occupé de la distribution, c'était Monsieur Samaroli. Là, je parle aux amateurs de whisky mythique. Samaroli, qui est une légende, bon, maintenant il n'est plus de ce monde, mais il était à l'époque l'importateur. Il a commencé avant d'être un embouteilleur, il était importateur donc de Abbot Choice, de Checkers, un autre blend de la même maison, et puis du single malt Linkwood. Voilà, donc un whisky qui ouvrira très très bien, de belle manière, cette dégustation, parce que beaucoup de notes fraîches. Voilà, belle dégustation. On va poursuivre cette dégustation avec le deuxième whisky de la série. Un nom et une bouteille peut-être qui vous parlera davantage, puisqu'on est sur le William Grant's, particulièrement Standfast, la bouteille triangulaire, qui vous rappellera certainement la bouteille triangulaire de Glenfiddich, et pour cause, puisque ici la famille Grant's, alors Grant's en Écosse, c'est un peu comme le Dupont à Paris, c'est l'un des noms les plus usités, utilisés. Il s'agit simplement de la famille qui détient Glenfiddich, Balvenie, Girvan, la distillerie de grains, et plus récemment donc, qui a monté la distillerie Kinninvie. Ici, la composition n'aura pas de secret, donc, puisqu'on va être principalement sur Glenfiddich, Balvenie, et alors à cette époque-là, Girvan ne donnait pas encore son grain, n'existait pas, et probablement on pense qu'il y aurait du grain qui vient de la distillerie Ladyburn, qui a fermé. C'est une des distilleries qui a eu la plus courte histoire dans le scotch. Elle est restée ouverte une vingtaine d'années à peine. On va revenir à Grant's.
Le stand fast. Stand fast, ça veut dire tiens bon, c'est la devise du clan, hein, c'est la devise de la famille. Et pourquoi les Grants se sont mis à faire du blend? Eh bien simplement, en 1898, l'un de leurs plus gros clients, alors je rappelle encore une fois, les distilleries étaient là pour fabriquer de la matière première pour les assemblages, donc Glenfiddich fabriquait du malt, mais pour aller dans la composition, pratiquement dans l'intégralité, sur des blends. Et alors l'un des plus gros acheteurs de Glenfiddich, c'était la maison des frères Pattison. Donc peut-être ça parlera à certains, mais le crash Pattison est un événement, une banqueroute retentissante qui a eu lieu en 1898, justement, et qui a mis sur la paille nombre de distilleries. Certaines ne s'en sont jamais relevées. Glenfiddich, lui, l'a fait, et suite à cette mésaventure, en fait, la famille Grant a décidé de ne plus jamais dépendre d'assembleurs. C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire leur blend à la maison, vraiment entre eux, donc en composant avec ce qu'ils avaient donc dans leurs différentes distilleries. Voilà pour la genèse de Grants. Alors il faut savoir que le Standfast est un nom qui était très très connu, très très populaire. C'est une bouteille qui a eu son rayonnement international, hein. Les propriétaires n'ont pas chômé, ils ont voyagé à travers le monde pour faire connaître la marque, et cette campagne a été payante. Et dans les années 80, au milieu des années 80, eh bien, on ne parle plus de Standfast. On garde évidemment la bouteille triangulaire, hein, qui existe depuis 1957, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et ils vont passer dans les années 80 tout simplement à la Grant's Family Reserve. Pourquoi? C'est très important. Parce qu'on met l'accent sur l'appartenance à une famille. En effet, ici, on est sur l'une des rares distilleries, hein, Glenfiddich Balvenie, à appartenir à une famille. C'est toujours d'ailleurs le cas encore maintenant. Et c'est un grand luxe dans le monde du whisky, où les distilleries sont tombées dans l'escarcelle des grands groupes. Donc ici, on remettait en avant l'appartenance, le fait maison et l'appartenance familiale, d'où le Family's Reserve. Voilà. C'est un whisky qui est vraiment très plaisant à boire, un peu plus consistant, vous verrez, sur le Abbot Choice, et ceux qui côtoient Glenfiddich, eh bien, reconnaîtront probablement l'ADN d'où il provient. Bonne dégustation. Troisième whisky de la dégustation, Glen Ilah. Alors là aussi, on ne peut pas dire que c'est un blend très très connu, et pour cause, car ce blend-là a été fait principalement pour le marché italien. On a parlé, je vous parle souvent du marché italien, mais il faut savoir, là on est encore dans un embouteillage des années 70, que de l'après-guerre, pour ainsi dire, jusqu'à la fin des années 80, il y avait un marché qui régnait sans conteste au niveau du whisky écossais, que ce soit en blend et aussi en single malt, c'était le marché italien. Donc Glen Ilah partait principalement à l'export pour les Italiens. Ilah, déjà, voilà un bel indice. On peut penser à l'île d'Islay, en fait, alors, qui se prononce d'ailleurs phonétiquement Ilah, et pour cause, puisque là-dedans, l'un des whiskies qui rentrera dans cette composition, c'est du Caol Ila. Alors la maison Belocclade, en fait, c'est une maison qui a eu des débuts assez timides, mais en fait, la famille a réussi à bâtir en l'espace d'une soixantaine d'années un véritable nom de petit distributeur. C'est devenu un acteur incontournable, tant dans la distillation, puisqu'ils n'ont eu pas moins d'une demi-douzaine de distilleries dans leur portefeuille, que aussi dans l'importation. Et Monsieur Belloc, donc, on commence comme souvent par une entreprise familiale, a fondé sa compagnie au début du 19e siècle, en 1817. Il avait 65 ans, ce qui est canonique, vous imaginez. On se lance à créer une distillerie, en fait, Dumbartonshire, d'ailleurs, pour ne pas la citer. Alors, Dumbartonshire, on est dans les Lowlands. La distillerie n'existe plus depuis belle lurette, mais en fait, sur le même site, on retrouvera une distillerie qui est bel et bien actuelle, qui est Auchentoshan, qui est bien plus connue. Mais ils ont également été les propriétaires de Tamdhu. Ils ont construit la distillerie de Lossiit sur Islay, la distillerie une autre distillerie, je crois que c'est Benmore, qui était sur Campbelltown. Donc vous voyez, c'était vraiment une compagnie qui était florissante avec la deuxième génération. Il a travaillé avec son fils, et puis plus tard, il a fusionné avec une autre maison qui s'appelle Lade, qui a donné le nom de Belocclade. Donc quelque chose vraiment de très sérieux, et qui a abouti vraiment à pour moi, l'un des plus beaux... Alors, petite précision, j'allais dire l'un des plus beaux blends. On n'est pas exactement sur un blend, on est sur ce qu'on appelle un pur batted malt.
c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui le blended malt. En fait, on est sur un assemblage, mais uniquement de whisky de malt, de single malt. Il n'y a pas de whisky de grain. Hein. Donc c'est un blend, mais c'est un blend premium. On est donc sur ce qu'on appelle le pure malt. Voilà, 5 ans, âge jeune, mais qui était de coutume, et encore une fois, pour un marché qui recherchait plutôt la fraîcheur dans son whisky. Alors je vous parle de Caol-Ila, vous n'attendez pas à avoir une tourbe ultra dominante. Hein. On parle bien d'un assemblage. Et ici, la tourbe va jouer un peu le rôle des épices. Elle va être très subtile, mais elle va donner tout son volume. C'est un whisky qui a beaucoup de corps, vous verrez, malgré ses 40-43 degrés et malgré son ancienneté dans l'embouteillage. Je vous souhaite une très belle dégustation. Alors, on continue notre petit voyage dans le temps à travers les blends avec une bouteille qui est universellement connue. Est-ce que je peux vraiment vous la présenter? Elle est reconnaissable de loin avec sa bouteille carrée et son étiquette biseautée. Johnnie Walker. Alors, je vois très bien d'ici déjà, oh là là, parler de Johnnie Walker, est-ce que c'est bien utile? Est-ce que... il faut savoir quand même que c'est grâce à des whiskies comme Johnnie Walker, ces grandes maisons-là, que le whisky est devenu international. À ce jour, est-il besoin de le rappeler, ça reste le premier blend écossais vendu dans le monde. Hein. Il se vend des millions de caisses de Johnnie Walker à travers le monde. Et là encore, on va rester dans la famille. Je parlais de Lochley de père en fils. Et bien là aussi, c'est une affaire de génération qui débarre dès le début du 19e siècle, hein, avec la famille Walker. Le jeune Walker va acheter une épicerie à Kilmarnock. Et puis, en fait, une épicerie où déjà il y avait des fûts de whisky et on pensait aux assemblages. Mais en fait, c'est dès la deuxième génération, avec Alexander Walker, que les choses vont se mettre en place. C'est lui qui va créer le Old Highland Whisky, qui est un blend qu'on appelle Old Highland Whisky, qui va créer la bouteille carrée, tout simplement pourquoi? Pour qu'elle soit plus transportable et éviter un maximum de casse. Et puis l'étiquette biseautée, donc pour rendre la bouteille reconnaissable, je vous l'ai dit à l'introduction de cette présentation, entre tout. Et puis surtout, il va écumer le monde, lui aussi, et il a une très très bonne idée, c'est en fait employer des capitaines de navires comme agents, et de manière à ce que ces mêmes capitaines devenaient, on va dire, les représentants, les VRP de la marque de par le monde. C'est comme ça qu'il a tissé son réseau. Mais il faut attendre la 3e génération, donc quand Alexander Senior meurt, ce sont ses 2 fils qui vont reprendre la société. Et un autre coup de génie va être en fait de créer un véritable réseau de distribution mondiale. Ça aussi, c'est une grande innovation. C'est vous dire quand même que toutes ces maisons-là ont été créées quand même par des visionnaires, hein, des visionnaires du marketing, des visionnaires de l'industrie. On est vraiment sur les piliers, les fondations de l'industrie du whisky, hein, avec des maisons, des familles comme Johnnie Walker. Voilà, et puis on connaît aujourd'hui le succès. Là aussi, peut-être connaissez-vous cette anecdote, quand on parle de Winston Churchill, on sait que l'un de ses whiskies préférés, c'était le Johnnie Walker. Alors pas le Red, hein, c'était l'étiquette Black. Et il faut savoir aussi que là encore, la gamme a été repensée en étiquette rouge, donc pour la Red, Johnnie Walker Red, et l'étiquette noire, Johnnie Walker Black, par la 3e génération de la famille Walker. Et donc le Black a été rendu très célèbre puisque Churchill l'a même repris. C'était quelqu'un qui aimait peindre, on le retrouve même dans l'un de ses tableaux. Hein. Voilà, je vous souhaite une très bonne dégustation et vous verrez que ce Johnnie Walker-là n'est pas tout à fait la réplique du Johnnie Walker que vous pourrez boire ou que vous buvez aujourd'hui. Bonne dégustation. On va poursuivre cette dégustation avec un autre grand nom de maison d'assemblage. Vous connaissez évidemment Johnnie Walker, Chivas aussi. Hein. On est vraiment sur les 2 monstres sacrés, je dirais, 2 des plus importants piliers du whisky d'assemblage. Alors Chivas, c'est bien là aussi on peut dire que l'image, l'histoire, elle est assez similaire à celle de Walker, puisqu'on parle de famille, encore une fois. Cette fois, ce sont 2 frères, toujours à l'issue d'une épicerie, qui travaillaient dans une épicerie. Alors il faut savoir que les épiceries, attention, hein, c'est pas comme on peut l'entendre aujourd'hui, hein, il s'agit d'épiceries fines. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que les Anglais parlaient de Italian groceries. Alors, les épiceries italiennes, et il n'y avait rien de péjoratif à cela. C'était même un label de qualité. Quand on parlait d'Italian groceries, c'était forcément les épiceries. Imaginez un peu le fauchon d'aujourd'hui, hein, sans faire de publicité. Et les frères Chivas donc, vont montrer leur affaire, là encore au début du 19e siècle. Et puis,
ils vont faire leur assemblage, là aussi. L'assemblage, il n'est pas encore vraiment légal ou institué en termes de whisky écossais, mais en tout cas, il répond à un besoin, rendre, encore une fois, un whisky plus fin, plus accessible que les single malt, qui étaient en fait des boissons d'Highlander, si je veux caricaturer un peu trop vite. Vous me pardonnerez ce clin d'œil trop facile. Et donc, chez Chivas, ils œuvrent tellement bien, les frères Chivas, qu'en 1843, ils se voient attribuer le Royal Warrant. Alors, pour moi, ce sont souvent les écussons, là, voilà, les armureries royales de la famille. Alors, en l'occurrence, là, il ne s'agit pas de n'importe qui, c'est la reine Victoria, qui reconnaît la qualité de ce whisky. Alors, c'est pas forcément juste la reine, hein, mais c'est la cour, et donc ils deviennent les fournisseurs officiels de la cour royale. Voilà, c'est ça, le Royal Warrant, ça assure la pérennité et le succès d'une maison, parce que évidemment ils vont s'en prévaloir, et on ne peut pas rêver mieux comme spot publicitaire à l'époque. Alors Chivas, ils ont aussi une idée assez aventureuse. En 1909, ils vont lancer pour le marché américain. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le marché américain est un marché très très florissant. Hein. L'économie se développe très rapidement, et ils vont créer un Chivas, mais de 25 ans. Ils vont prendre à rebours ce qui se fait à l'époque, où on va plutôt faire des assemblages sans mention d'âge ou avec une douzaine d'années. Eh bien eux, non, ils commencent très fort, ils commencent par 25 ans. Et alors, je précise que quand on parle de 25 ans, c'est l'âge du plus jeune whisky dans la composition. Hein, et donc, il était très probable qu'on avait des whiskies qui étaient bien plus vieux que 25 ans. Et donc, 1909, pour le marché américain, c'est un succès, vraiment, mais succès de courte durée. Pourquoi? D'une part, la Première Guerre mondiale qui arrive, et surtout, tout de suite après, la prohibition. Donc, et ça, c'est quelque chose qui a été a marqué un coup d'arrêt dans toute l'industrie du whisky, hein, pas seulement écossaise, mais surtout aux États-Unis, bien sûr, mais en Irlande. Enfin, tout le monde a subi les conséquences de près ou de loin, mais surtout de près. Et il faut attendre juste 1939, alors juste avant la Deuxième Guerre mondiale, pour que Chivas réinvestissent le marché américain, avec cette fois un 12 ans. Alors plus jeune, pourquoi? Là, il s'agit aussi de gérer les stocks, hein, mais c'est également un succès. C'est un succès, on crée avec Chivas en fait la notion de blend de luxe, et le marché américain est le premier marché pour le Scotch blend de luxe. Et il faut savoir que 50% de toute façon de ce qui rentrait, ce qui venait de l'Écosse pour les États-Unis, c'était cela, c'était Chivas, le blend de luxe. Donc, et puis, au gré des années 60-70, eh bien, la popularité n'a fait que grossir. Dans les années 60, Chivas était distribué dans plusieurs, je crois, dans pas loin de 35 pays, et puis avec des millions de caisses de vendues de par le monde. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas un hasard si la maison est toujours parmi les leaders mondiaux du Scotch whisky. Voilà, je vous souhaite une très belle dégustation. Alors, on va terminer cette dégustation avec le dernier blend qui est le Grand Old Parr. Bouteille carrée, très jolie bouteille, moi je trouve qu'elle est vraiment révélatrice de l'époque, hein, là encore, on est sur les années 70. Alors, Grand Old Parr, 12 ans, donc on a une mention d'âge, c'est une légende. Alors le nom a été... Alors le Grand Old Parr, le Old Parr en fait, c'est un monsieur qui aurait vécu plus de 150 ans en Angleterre. Bon, la longévité reste à prouver, quoi qu'il en soit, il est bel et bien enterré à l'abbaye de Westminster. Ça, c'est un fait, le personnage a existé, mais il s'est éteint au milieu du XVIIe siècle, si je ne m'abuse. Et pourquoi on va parler sur l'étiquette, on a choisi ce type de nom qui inspire la longévité? Eh bien, tout simplement parce que donc la marque s'est créée en 1909. Et déjà à cette époque-là, les grandes maisons de blend, alors je pense notamment à Johnnie Walker et Haig, c'était un empire également en termes de famille dans l'industrie du whisky, dans leur, on va appeler les spots publicitaires de l'époque, leur campagne publicitaire, ils ont toujours fait référence à la longévité, à l'antériorité de leur histoire. Par exemple, pour Johnnie Walker, le striding man, le bonhomme qui marche, le dandy qui marche, on dit voilà,
je suis né en 1820, mais j'ai toujours bonne allure, je vais toujours de l'avant. Et là, donc il s'est passé pratiquement un siècle. Haig aussi, Haig avait fait le focus sur le fait que leur famille était dans le whisky depuis 3 siècles. C'est énorme, puisqu'on prête effectivement la première distillerie à la source de l'un des ancêtres de la famille Haig. Donc, les concepteurs de Old Parr se sont dit, ben, nous aussi on va jouer cette carte de longévité. Alors, on n'a pas la même antériorité, mais on va prendre une image, un personnage qui lui fait allusion à cette longévité. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur la genèse du nom de ce blend. Créé en 1909, il faut savoir que c'est l'un des tout premiers blends écossais, si ce n'est, d'après certaines sources, le premier blend écossais qui a franchi les portes de l'archipel nippon. Et il y a vraiment, je pense, c'est probablement réel, vrai, parce que aujourd'hui encore, Grand Old Parr est très populaire au Japon. Il y a un autre continent, enfin un autre pays plus précisément, là on va en Amérique du Sud. Alors en Amérique du Sud, Old Parr est très très fameux depuis la moitié du XXe siècle. Et il a fait une incursion qui est toujours aussi vivace dans un pays en particulier qui est la Colombie. Il faut savoir qu'en 2010, le blend Old Parr représentait 52% de la part de marché du whisky écossais juste pour la Colombie. Le whisky y est tellement populaire qu'on y a même fait des chansons à son intention et la maison a même fait des embouteillages très spécifiques à certaines fêtes nationales colombiennes. C'est dire vraiment l'engouement que suscite ce whisky outre-Atlantique. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un très très joli whisky. Moi, c'est un de mes préférés. Vous allez voir, il a beaucoup de corps aussi et je trouve qu'il clôturera de très belle manière cette dégustation. Voilà, j'espère vous avoir un peu plus éclairé sur le monde des blends et surtout redorer leur blason parce que vraiment ils le méritent. Bonne dégustation!